d'être parmi vous ce matin pour vous présenter la société Agritel et surtout pour vous présenter un sujet important que sont les techniques de vente à terme et la commercialisation des céréales. Tout d'abord, je tiens à remercier l'entreprise Massey Ferguson qui nous associe à cet événement. Nous sommes très fiers d'être partenaires de cet événement et nous sommes également très fiers de pouvoir ce matin vous faire, avec notre œil de spécialiste des marchés agricoles, vous faire partager notre vision du futur. Quelques mots avant de débuter ma présentation sur la société Agritel que je représente ce matin. Agritel est une société de conseil indépendante et spécialisée dans la connaissance des marchés agricoles. Une société qui a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, finalement, 3 grands enjeux ont été identifiés à la création de la société pour l'évolution future des marchés agricoles. Le premier enjeu était qu'il allait falloir de plus en plus suivre des marchés, anticipant des marchés de plus en plus volatiles. Un marché bougeant de plus en plus, il faut le suivre de plus en plus. Le deuxième enjeu aura été d'utiliser finalement de nouveaux outils. Ces outils nous viennent de la finance, ce sont les marchés à terme. Pour utiliser ces outils, il faut les maîtriser, les comprendre. Et enfin, quand on a les outils, que l'on a le marché, il faut, de manière transversale, mettre en œuvre des stratégies de commercialisation et des stratégies de gestion du risque de prix, de gestion de la volatilité au sein des entreprises agricoles. C'est pour ça que nous avons 3 métiers transversaux et complémentaires qui sont l'information, la formation et le conseil. Nous avons un pôle d'analyse de marché présent en Europe, mais à travers le monde, à travers de multiples partenariats pour être à la source des informations de marché agricole, essayer de les obtenir le plus tôt possible, de manière la plus claire possible, pour essayer d'être réactif, d'anticiper les mouvements de marché. Et puis, ces marchés à terme, ces marchés financiers, on aura l'occasion d'en parler ce matin, ce sont des outils complexes qu'il faut appréhender. Et c'est pour ça que nous réalisons des formations. Nous avons formé aujourd'hui plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'opérateurs en France et en Europe pour comprendre ce fonctionnement. Et enfin, une mission de conseil pour accompagner chaque maillon de la filière dans son appréhension du marché. Nous sommes une vingtaine de consultants basés à Paris. Depuis Paris, nous travaillons sur toute la France et tous les pays d'Europe de l'Est. Et nous avons 5 consultants basés à Kiev, en Ukraine. Kiev depuis l'Ukraine, le pays depuis lequel on travaille sur l'ensemble finalement du bassin de la mer Noire. Cette implantation en Ukraine est très importante pour nous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Ukraine, c'est finalement l'ancien grenier à blé de l'URSS, de l'ex-URSS, et c'est une zone très très importante dans l'équilibre des marchés agricoles mondiaux, mais qui plus est pour nous, dans l'équilibre du bassin méditerranéen, qui est notre champ d'action commerciale sur le commerce des céréales. C'est notre première zone de compétition, et finalement être sur place, connaître les informations, travailler sur place avec des agriculteurs, des collecteurs, des industriels, des exportateurs, permet, je dirais, d'avoir la meilleure température possible du marché. Nous travaillons avec l'ensemble de la filière. Il faut savoir que nous travaillons autant avec des agriculteurs, les collecteurs, coopératives ou négoces, ou les industries agroalimentaires de première transformation, meuniers, fabricants d'aliments du détail, triturateurs, ou de seconde transformation, fabricants de biscuits, fabricants d'alcool, fabricants de gâteaux, finalement tout ce qui se mange et qui est un produit agro-industriel transformé est lié également à la fluctuation des prix des matières premières. Notre but est d'avoir une vision globale de la filière pour apporter l'information la plus juste et la plus précise à l'ensemble de nos clients. Vous faites peut-être partie des 100 000 personnes qui viennent chaque jour lire nos commentaires sur notre site agritel.fr, qui est en accès libre sur Internet. Vous y retrouvez au quotidien les cotations sur les principaux marchés agricoles de référence. Et en cours de journée, vous avez ces cotations actualisées avec un décalage de 15 minutes par rapport au marché. Vous avez le marché toute la journée qui défile sur le site. Et vous avez le résumé de l'actualité, les mouvements actuels du marché. Ce site est la vitrine de notre société. Derrière tout ça, il y a des systèmes d'information confidentielle sur abonnement d'information, de stratégie de conseil aux clients qui nous en font la demande. Le programme que je vous propose ce matin, c'est tout d'abord, avant de rentrer dans le détail des ventes à terme, de bien comprendre le contexte de volatilité actuelle, pour après rentrer dans
ce qu'on appelle le principe de couverture, cette idée même de pouvoir fixer un prix longtemps à l'avance pour sa future récolte, et puis enfin de rentrer dans le vif du sujet, dans les arcades des marchés financiers, et de comprendre comment ces marchés boursiers finalement vont pouvoir être utiles à l'échelle du producteur céréalier pour garantir un prix, et notamment un prix de la future récolte. Et puis, pour terminer, je répondrai bien entendu à toutes vos questions. Alors tout d'abord, l'étude du contexte de volatilité. Dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi finalement aujourd'hui les cours bougent autant? La base, et la première réponse à cette question complexe, on la trouve finalement au démarrage de tout cours d'économie, dans une économie libre et non encadrée. Ce qui fait le prix, c'est la confrontation entre la production et la consommation, entre la demande et l'offre. Et cet équilibre sur les marchés agricoles aujourd'hui est très fragile. Très fragile, on pourrait même parler de déséquilibre. Quand vous regardez ce graphique qui représente l'évolution depuis une trentaine d'années de la production, toutes céréales confondues dans le monde, et de la consommation, on peut se dire bravo aux agriculteurs du monde entier, parce que finalement, le monde n'a jamais autant produit de céréales que ces dernières années de toute l'histoire de l'humanité, sauf peut-être cette année, on va en parler avec beaucoup de problèmes climatiques à travers le monde, mais le monde n'a jamais autant produit de céréales, mais en parallèle, le monde n'a jamais autant consommé de céréales. Et finalement, ce n'est qu'une course sans fin, quand vous regardez ce graphique, entre ma courbe rouge, la consommation, ma courbe bleue. Et seules les années où le bleu dépasse le rouge sont des années excédentaires, où on reconstitue des stocks. Quand vous regardez bien, depuis 10 ans, nous n'avons eu que 3 années franchement excédentaires. C'est-à-dire que, dans les grandes lignes, le monde mange plus qu'il ne produit. Donc petit à petit, le monde creuse dans les stocks. Vous avez désormais les stocks affichés au niveau mondial. Les stocks de céréales ont tendance à baisser, mais il ne faut pas se limiter à étudier les stocks en valeur absolue, c'est parler en taux de stock, c'est ma courbe rouge. On ne peut pas comparer le stock de blé mondial d'aujourd'hui avec le stock d'il y a 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans, on consommait moins qu'aujourd'hui. Donc on divise le stock par la consommation annuelle. Parler en taux de stock, dire est-ce qu'on a un quart de réserve, un tiers de réserve, moitié de l'année en réserve. Et là, on est en train, au fur et à mesure qu'on actualise les résultats de récolte qui nous tombent des grands pays producteurs ces dernières semaines, on est en train de passer sous le seuil critique des 20% de stock et s'approcher tout doucement des 17-18% de stock qu'on avait connus en 2007-2008, année où, hélas, on a vu apparaître les premières émeutes de la faim dans les pays les plus pauvres. Et je dirais que, hélas, on s'y dirige tout droit au regard des informations qui nous parviennent chaque jour, voire chaque heure, actuellement. Pourquoi? Parce que les problèmes climatiques se multiplient. Les problèmes climatiques se multiplient en tendance. Depuis 50 ans, les problèmes climatiques ont été multipliés par 10, mais se multiplient cette année. Cette année, je dirais que c'est finalement la totale d'un point de vue problème. Premier cas, c'est une sécheresse majeure historique, la plus grave depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans. On n'arrive pas à trouver d'équivalent quasiment aux États-Unis. Et quand on sait que les États-Unis sont le premier exportateur mondial de blé, premier producteur, premier exportateur mondial de maïs, premier producteur exportateur mondial de soja, on comprend tout de suite les répercussions, les bouleversements sur les marchés internationaux. Les Américains, par exemple, sont en train de perdre entre 25 et 30% de leur production de maïs. Même problème avec le bassin de la mer Noire, de l'Ukraine à la Russie en passant par le Kazakhstan, avec une chute. Sans doute, les récoltes ne sont pas terminées dans l'Oural, la Sibérie, mais une chute de 30% de la récolte. Aujourd'hui, les Russes ont déjà vendu 50-60% des blés qu'ils peuvent vendre dans l'année sur le marché mondial. Qu'est-ce qui se passera après? Qui vendra à leur place? Peut-être. Et puis, c'est sans parler de la sécheresse qui s'aggrave, et vous venez peut-être de ces régions-là dans le sud de l'Europe, et qui affecte fortement les productions de maïs en Espagne, en Italie et dans tous les Balkans, servis notamment aux producteurs, Roumanie, Hongrie, Bulgarie et autres. Sans parler d'un retard de la mousson en Inde, et puis l'hémisphère sud, qui récoltera que dans quelques mois, commence déjà à s'inquiéter avec une sécheresse naissante en Australie. Bref, des problèmes climatiques généralisés cette année. En résumé, quels sont les facteurs qui influencent le marché? Tout d'abord, ce sont les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce qu'on vient de voir brièvement. D'un côté, la production, la consommation. La différence entre les deux, c'est le prix. Pourquoi les prix flambent si vite sur les marchés agricoles? Ça vient de cette notion qui est la peur de manquer. Quand il y a suffisamment de marchandises, les acheteurs sont rassurés, il n'y a pas de problème.
il suffit qu'il manque un tout petit peu de marchandises, on passe sous le seuil qui fait dire à certains acheteurs que certains manqueront de marchandises. La peur de manquer est dans le marché, tous les acheteurs se ruent sur le marché pour ne pas être le dernier à ne pas pouvoir acheter. Et comment fait un acheteur qui veut vite acheter? Ben, il monte les prix. Et les prix montent jusqu'à temps que les acheteurs. Et c'est cette dynamique qui est plutôt exponentielle que l'on observe sur le marché. Et puis les fondamentaux, il faut aussi compter avec une nouvelle demande, qui est le débouché non alimentaire. Le débouché du biocarburant aux États-Unis, plus de 40% de la production américaine de maïs, 130 millions de tonnes, l'équivalent de 2 fois la production européenne de maïs, finit dans le réservoir d'un 4x4 américain sous forme d'éthanol. En Europe, les 2 tiers de notre production de colza finit sous forme de biodiesel mélangé à notre gasoil. Donc l'enjeu des biocarburants, c'est un enjeu majeur dans la dynamique de consommation. Et puis vous avez le weather market, on vient de l'aborder. Le weather market, c'est quoi? C'est ces anticipations météo. Ce qui anime le marché aussi, c'est l'information. Avant, il fallait plusieurs mois pour connaître les résultats de récolte. Aujourd'hui, avec Internet, les SMS, les nouveaux réseaux de communication, les réseaux sociaux, on sait tout. On sait tout immédiatement, voire on anticipe tout. Aujourd'hui, vous avez gratuitement la météo à 10 jours dans le monde entier. Et le marché anticipe. On attend de la pluie pour dans 3 jours aux États-Unis. Ça va peut-être un petit peu soulager les sojas qui souffrent énormément du sec. Cet après-midi, tout à l'heure, les cours du soja vont peut-être littéralement s'effondrer, perdre 10%, 15%. Parce que la pluie va soulager les récoltes. Demain, la pluie attendue n'est pas arrivée. Les cours vont reprendre 10-15% parce que finalement les inquiétudes vont reprendre. Le weather market, c'est quoi? C'est quand ce sont les bulletins météo qui font les cours du marché. Et étant donné que ces bulletins météo, on les a de plus en plus régulièrement et que de plus en plus de monde les regarde et s'en inquiète, ça participe à l'agitation collective. Et puis les échanges. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un commerce mondialisé qui se réalise en dollars et que la parité euro-dollar est très très importante. Quand on doit vendre et exporter nos céréales en Europe, parce qu'on est excédentaire avec une parité à 1,50 ou quand le coefficient multiplicateur est à 1,20, c'est pas du tout la même chose en termes de valorisation de la marchandise. Le fret aussi. Le fret maritime fluctue dans des rapports de 1 à 10 au sein d'une même campagne. Et puis, l'autre chose qu'il faut bien analyser, c'est que si les prix bougent, c'est parce qu'on les laisse bouger. C'est parce qu'on a dit, voilà, aujourd'hui les règles sont, il n'y a plus de règles. Aujourd'hui, dans le cadre de la politique agricole commune, toutes les règles qui avaient été mises en place dès 1962 dans le cadre de la PAC ont été au fur et à mesure des dernières réformes depuis plus d'une vingtaine d'années suspendues, arrêtées, démembrées, et les filets de sécurité qui encadraient, qui protégeaient les marchés agricoles ne sont quasiment plus là, voire sont quasiment tous absents. Et finalement, aujourd'hui, quand on entend dire qu'il faudrait encadrer les marchés agricoles, c'est une attention certes louable, ça revient tout simplement sur l'analyse des choses à remettre en place plus que nous avons depuis 20 ans. Si les marchés bougent, c'est parce que dans nos règles de on les laisse. Et puis il y a la conjoncture, le marché agricole n'est pas dans sa bulle, le marché agricole est lié à l'économie globale mondiale, lié par le lien du pétrole. Le pétrole, finalement, c'est quoi? C'est le lien avec les biocarburants, mais le pétrole, c'est beaucoup de production. Le pétrole, c'est le carburant pour produire, c'est nos engrais, etc. Et puis la conjoncture économique. Si la conjoncture économique est positive, la dynamique de consommation sera plus forte. Si la conjoncture est négative, sans doute que la dynamique de consommation freinera. Maintenant, attention, nous avons une chance dans le marché agricole, c'est que même en période de très forte crise, le marché qui résiste le mieux, c'est la consommation alimentaire. Pourquoi? Parce que crise ou pas, même si tout le monde ne mange pas à sa faim, hélas, dans le monde, il faudra quand même continuer à manger. Et le grand enjeu aujourd'hui de cette consommation, c'est qu'en 2050, nous serons 2 milliards d'habitants de plus sur Terre et qu'il faudra bien manger. En tout cas, quand on mélange tous ces paramètres, vous comprendrez aisément qu'on obtient un cocktail explosif qui s'appelle la volatilité des prix. Et parce que les prix sont volatiles et non pas l'inverse, les marchés agricoles attirent de nouveaux opérateurs qui sont les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement spéculateurs, fonds de pension américains ou européens ou anglo-saxons en général, vont venir jouer les fluctuations de marché. Pourquoi on en parle aujourd'hui? On n'en parlait pas il y a 15 ans, parce qu'il y a 15 ans, en Europe, les cours ne bougeaient pas autant qu'aujourd'hui. Si le blé est cher et si les cours du blé aujourd'hui avoisinent les 270 € la tonne sur le marché européen, ce n'est pas parce qu'il y a de la spéculation. C'est parce qu'il y a des problèmes climatiques généralisés dans le monde entier chez tous les grands producteurs. C'est parce qu'il y a plus de blé à acheter qu'il n'y en a avant. C'est ça que les cours cher. Simplement, au lieu d'avoir des cours qui ont progressé sur 6 mois, ils ont progressé sur 3 semaines.
Si vous voulez, pour faire simple, au lieu d'être dans un escalier que l'on monte marche par marche, la spéculation nous met dans l'ascenseur. Et au lieu de monter sur 6 mois, on monte sur 3 semaines. Et qui plus est, un ascenseur mal réglé, qui monte au 8e avant qu'on redescende au 6e. Mais attention, quand on redescend, quand le marché se réassure, c'est la même chose. Au lieu de redescendre marche par marche les prix par l'escalier, on redescend dans le même ascenseur. Simplement, au lieu de s'arrêter au 0, on va faire un tour au -2 avant de revenir au 0. Conclusion, on est dans l'ascenseur et surtout, il faut avoir le cœur bien accroché pour rester dans cet ascenseur. Le cœur ou la santé financière de vos entreprises agricoles solides pour faire face à ces mouvements de marché. D'où l'enjeu majeur de la commercialisation et cet enjeu de la fixation des ventes. Pour illustrer mon propos, vous avez peut-être sans doute déjà observé cette courbe, c'est l'évolution du prix du blé en Europe depuis 10 ans, avec un plus bas en 2005 à 102 € la tonne, un plus haut en septembre 2007 à 300 € la tonne. Les 300 € la tonne ne sont pas si loin que ça aujourd'hui, encore une trentaine d'euros de hausse, et on revient les tutoyer. Donc des fluctuations majeures, des amplitudes de 50, 100 € la tonne au sein même d'une campagne. Donc des enjeux majeurs sur votre résultat, mais je pense que vous n'avez pas attendu de venir ce matin ici m'écouter pour vous en rendre compte. Mais au sein d'une même journée, là, c'est la fluctuation quotidienne, c'est-à-dire que chaque jour, on prend le plus haut de la journée, le plus bas de la journée. En moyenne, depuis 10 ans, on a 4 € la tonne d'écart entre le plus haut des journées, le plus bas des journées, avec des pics à 15, 20 € la tonne d'amplitude quotidienne. Ben, ne serait-ce qu'une dizaine d'euros la tonne, 5 € la tonne de fluctuation quotidienne, multipliez 5 € la tonne par votre potentiel de récolte et vous vous rendez compte au quotidien de l'enjeu de la fluctuation du marché. Derrière ça, on relativise beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est que la boule de cristal n'existe pas, qu'au regard de tout ce que je viens de brièvement vous présenter, on ne peut pas prévoir avec exactitude les choses. Et celui qui dit aujourd'hui sur les marchés agricoles, je sais ce qu'il y aura demain, je sais que ça va forcément monter, donc je ne vends rien, je sais que ça va forcément baisser, je vends tout, ce n'est pas non plus une fatalité pour laisser tomber et ne rien suivre. Au contraire, on peut prévoir peut-être que moitié des choses sur le marché. Mais cette moitié des choses à prévoir, il faut déjà l'avoir de son côté. Et c'est notre métier d'analyse de marché, de connaître sur le bout des doigts tout ce qui peut être connu. Mais de laisser une part à l'incertitude et de se dire, voilà, je connais la situation actuelle, derrière il y a l'incertitude qui arrive. Au printemps dernier, il y a 6 mois, personne n'aurait jugé de cette situation depuis aujourd'hui. Parce qu'il y avait l'incertitude qui arrive. Et les choses étaient plutôt négatives au mois de mars, avril. Finalement, la solution, c'est de dire, il y a un avis, mais il faut laisser une place à l'incertitude. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout prévoir et que, du coup, la récolte, elle ne doit pas être jouée comme un coup de poker, elle ne doit pas être jouée au casino, et elle doit être le fruit d'une réflexion, d'une stratégie. Et les perspectives, pour vous faire partager notre vision finalement future des marchés agricoles, les perspectives pour nous, comme je vous l'ai dit, on a déjà du mal à nourrir l'ensemble de la planète aujourd'hui. D'ici 2050, c'est-à-dire demain, il y aura encore 2 milliards de plus de bouches à nourrir, avec des ressources en terre, des ressources en terre à équiper. Donc la conjonction de tout ça, c'est que la tendance des prix, pour nous, à moyen terme, à long terme, est haussière. Une tendance haussière, quand on l'explique, dans l'inconscient collectif, on voit ça. C'est-à-dire des prix de plus en plus hauts chaque année. Il ne faut surtout pas avoir ça en tête. Pour gérer vos entreprises, ce que vous devez avoir en tête, c'est ceci. C'est-à-dire, ok, la tendance est haussière, mais avec une forte volatilité. Et avec des années où les prix pourront chuter de 30, 40, 50%. On va dire, tendanciellement, c'est bien ça monte. Ok, et comment vous faites en tant que chef d'entreprise pour passer les 2 mauvaises années où les prix auront chuté de 50%? Il faut avoir bien adhéré, ça peut être une solution, des capacités de résistance financière, ou tout simplement avoir vendu avant cette chose. Bref, il existe des solutions. En tout cas, il faut intégrer que l'avenir des prix, il est comme ceci. Et être capable finalement d'intégrer cet enjeu de la volatilité au sein de vos entreprises. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, produire, c'est la base de votre métier, c'est hyper important. Et vous dotez, vous êtes là aujourd'hui pour en parler de moyens de production efficaces et efficients pour le faire. Mais la commercialisation est également un enjeu majeur au sein de vos entreprises de production. C'est pour ça qu'on arrive au principe de couverture, à la sécurisation du risque de marché. Le risque, c'est quoi? Pour étudier un risque, il faut se poser 3 questions. Quel est mon risque par rapport au marché en tant que producteur céréalier? Sur quoi
sur quel volume porte mon risque. Et enfin, à partir de quand, dans l'année ou à quelle période je porte mon risque. Votre risque, c'est quoi? C'est bien de voir les prix baisser. C'est pas de voir les prix monter si vous êtes vendeur. Quelqu'un qui a vendu, qui voit le marché continuer de monter, ok, il peut avoir des retraits, mais financièrement, il n'aura pas. C'est un manque à gagner. Votre premier vrai problème, c'est de voir les prix chuter. Dans la région de Beauvais, pendant les chiffres technico-économiques locaux, quand on a un blé au niveau de 200 € la tonne, si on voit les cours chuter de 25%, c'est en parallèle une chute de revenus de 120%, on passe en résultat négatif. Ça peut aller très vite. Ensuite, sur quel volume je suis en risque? On est en risque sur le volume qui reste à vendre. Quand on nous appelle, quand le client en conseil nous appelle, Allô Agritel, est-ce qu'il faut vendre ou pas? On ne peut pas répondre si on ne connaît pas au préalable le volume déjà vendu. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas vendu un gramme de sa dernière récolte n'a pas le même risque que quelqu'un qui en a déjà vendu 86%. Et ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui n'a rien vendu est un risque total et va peut-être devoir se sécuriser. Quelqu'un qui a déjà vendu 80% de sa récolte a déjà fortement sécurisé son revenu et peut peut-être se permettre d'être plus ambitieux sur les 20% restants. Donc vendre ou ne pas vendre, ce n'est pas la première question. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai déjà sécurisé comme part de revenu? Quel risque je peux me permettre de prendre en parallèle? Et puis enfin, quand est mon risque? Quand on reprend tout le cycle culturel, des semis à la période de livraison en passant par la récolte, mon risque, il ne joue pas à la récolte. Ce n'est pas parce que j'ai récolté mon blé que je suis plus en risque qu'avant. Alors ok, après la récolte, je connais le volume de la qualité. Mais avant la récolte, je connais à peu près un volume. Et puis il y a des assurances climatiques, des assurances réelles pour se sécuriser un minimum. Et la genèse du risque, le risque de fluctuation des prix, le risque de baisse des prix pour votre revenu, il naît bien au moment du semis. Et si on anticipe un petit peu, dès le choix d'assolement. À partir du moment où vous avez choisi de semer du blé, que vous semez, vous devenez un spéculateur. C'est-à-dire que vous espérez que le prix de vente futur de votre récolte sera supérieur au coût de production engagé. Il descend au prix des charges engagées, etc. Donc semer sans vente, c'est spéculer. Mais c'est la base même de toute activité agricole. Simplement, cette spéculation, il faut la maîtriser, l'encadrer, la gérer et la raisonner. C'est-à-dire sécuriser son prix. Mais la question se passe dès le semis. Alors bien entendu, dès le semis, ou même avant les semis, on ne connaît pas les volumes. C'est pour ça qu'on sera prudent. Mais entre ne rien vendre du tout avant la récolte et tout vendre avant la récolte, entre les deux, il y a quand même une certaine marge de manœuvre. Et on n'est pas en train de vous dire qu'il faut tout vendre avant la récolte. Bien sûr, on ne connaît pas la qualité, on ne connaît pas la quantité. Mais pourquoi pas commencer à vendre 15%, 20%, 25% quand on a des petits frais rémunérateurs. Mettre déjà un prix dans le marché, ça permet de sécuriser une partie du revenu. Et sécuriser en parallèle une partie de ses charges ou de ses annuités. En tout cas, pour ne pas subir les fluctuations de marché, il faut se fixer un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est savoir à quel prix il faut vendre pour respecter ses engagements de charges et de revenus, et ses objectifs de revenus. Il y a des logiciels développés pour calculer ces choses. On a nous-mêmes développé un logiciel qui s'appelle Agrinex, qui est un outil d'aide à la décision de la commercialisation. La première étape du logiciel, c'est d'y rentrer les charges. On commence par le rendement, les charges proportionnelles, les charges de structure, les aides que l'Europe veut bien encore nous verser, et on en déduit le prix auquel on doit vendre pour répondre à nos objectifs et dégager un revenu satisfaisant. Comment juger d'un prix intéressant si vous n'avez pas fait ça au préalable? Aujourd'hui, le marché vous propose un prix à 230 € la tonne pour la récolte 2013. Vous allez blâmer dans quelques semaines, quelques mois. Est-ce que c'est un bon prix ou pas? Est-ce que, à ce prix-là, vous perdez de l'argent, vous gagnez le strict minimum, vous gagnez énormément d'argent? Il y a besoin de faire ces calculs préalables, se faire une grille d'analyse. On ne peut pas juger sinon la pertinence d'un bon prix ou pas. Et cette notion de bon prix, elle est différente de chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins financiers, tout le monde n'a pas le même portefeuille. Et tout le monde n'a pas la même appréhension face au risque. C'est pour ça qu'on arrive au marché à terme. Le marché à terme, qu'est-ce que c'est? Le marché à terme, c'est un marché financier qui vient en parallèle du marché physique. Aujourd'hui, vous avez deux marchés, deux places qui existent pour donner des prix agricoles. Le marché physique, c'est le marché réel, là où sont réellement échangés les marchandises. Le marché à terme, c'est un marché financier sur lequel on n'échange pas les marchandises agricoles, on échange des titres financiers comme une action. Finalement, c'est la même chose qu'un marché boursier, sauf qu'on va parler des produits que vous avez à vendre, du lait, du maïs, du colza. Il y a des marchés à terme en Europe, à la Bourse de Paris, qu'on appelle Euronext, qu'on appelait avant Natif,
Il y a des marchés à terme aux États-Unis, notamment à Chicago, on parle du blé, du maïs, du soja américain. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'exemple du blé, il y a un marché physique de référence en France, qui est le marché du Range-Rouen, à 80 km d'ici, premier port d'exportation de céréales en Europe, qui est une référence de prix pour le blé. Bah, ce prix, on en fait un copier-coller, un miroir à la bourse de Paris. Et donc vous avez en même temps deux prix du blé. Le prix du blé sur le vrai marché, où s'échange réellement la marchandise, et en parallèle le prix du blé à la bourse, mais qui cote la même chose. Simplement, sur le marché physique, il y aura un vrai échange physique de marchandises. Sur le marché boursier, c'est que du papier qui s'échange entre acheteurs et vendeurs. Il n'y a jamais de blé qui s'échange. La seule chose présente dans les transactions, c'est la valeur financière. Et finalement, en tant qu'agriculteur, vous agissez par le biais de votre collecteur coopératif ou négoce à travers un flux physique sur le marché physique, en fixant un prix ferme ou un prix de campagne. Pour agir sur le marché à terme, c'est un marché boursier. Vous passez par votre banque pour accéder directement à ce marché boursier, ou alors c'est votre collecteur qui lui-même va aller sur le marché à terme, chercher des solutions que vous voulez proposer clé en main. Et vous êtes peut-être, sans le savoir, acteur du marché à terme, puisque c'est votre collecteur qui vous propose des solutions clés en main que lui-même va chercher sur le marché. Mais en tout cas, avoir recours au marché à terme, ça ne dispense en rien de continuer à écouler sa marchandise sur le marché. C'est un outil de sécurisation financière parallèle. Vous avez trois principaux produits cotés sur le marché à terme. Ici, c'est une impression des cotations relevées sur le site Agritel il y a quelques jours. Vous avez le colza, le blé, le maïs. Le maïs coté sur cette bourse, c'est du maïs rendu Bordeaux, la palisse sur tous les ports de l'Atlantique. Le blé, on l'a dit, c'est du blé rendu Rouen. Et le colza, c'est du colza coté sur la Moselle, dans l'est de la France. Vous avez différentes échéances de cotation, ce qui nous permet d'avoir une vision à long terme. Et vous avez matérialisé ici par des barres horizontales rouges différentes campagnes. Et aujourd'hui, on peut avoir une notion du prix sur trois campagnes. Aujourd'hui, vous avez les prix de la récolte 2012 que vous venez d'engranger, les prix de la récolte 2013 que vous allez récolter dans un an, et les prix de la récolte de 2014 que vous allez récolter dans 2 ans. Et on peut sécuriser, si l'on le souhaite aujourd'hui, 3 récoltes le même jour. Prenons un exemple. Vous allez emblamer dans quelques semaines votre récolte de 2013. Et vous posez la question de la sécurisation du prix. Mais il n'y a pas d'acheteurs. Parce que les acheteurs se disent les prix sont élevés, je n'ai pas envie d'acheter, je vais attendre. Le marché évolue, vous ne pouvez rien faire, tant pis, vous laissez passer le temps. Le marché évolue à la hausse ou à la baisse. Et quand viendra le moment de la récolte, vous vendrez sur le marché physique. Cette vente sur le marché physique, ben, vous la subirez. Vous allez subir le marché. Si ça monte par aujourd'hui, tant mieux, vous aurez mieux. Si ça chute de 50 € la tonne, tant pis pour vous. Si ça chute de 100 € la tonne, vous serez peut-être à la tonne. C'est la fatalité, le marché vous convient. Si vous agissez sur le marché à terme, bah, quand vous posez la question de vendre de la marchandise avant récolte, que vous ne pouvez pas le faire, vous allez sans doute pouvoir le faire sur le marché financier. Étant donné que c'est un marché mondial, et déjà la base européenne standardisée, ça va attirer un grand nombre de monde. Et ça attire aussi les opérateurs financiers. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des spéculateurs qui ont envie de parier sur la hausse des cours du blé à 5 ans, à 10 ans. Et qui ont envie aujourd'hui d'acheter du blé pour 2013 à 230 €. Peu importe s'ils ont raison ou pas. L'important, c'est qu'ils soient là avec cette envie d'acheter, parce que vous êtes en face avec l'envie de vendre. Et l'important, c'est pour ça qu'il y a un intérêt minimum à avoir comme financier sur les marchés à terme, c'est qu'ils soient là en contrepartie face aux producteurs quand ils ont. Quelque part, ils prennent le pari opposé au vôtre. Mais vous, c'est pas un pari, puisque c'est un revenu que vous venez sécuriser. Et donc, n'arrivant pas à vendre ma marchandise physique, je vends virtuellement mon blé, si vous voulez, sur le marché de papier. Le jour où je vends ma récolte, ben, j'ai vendu 2 fois. Une fois en papier, une fois réellement. Comme j'ai vendu une fois de 3, le papier, je le retire. Je dis que je déboucle ma couverture, je rachète donc mon contrat à terme. Et sur le marché à terme, j'aurai une plus ou moins value financière qui va venir en complément de la vente. Voilà l'opération marché à terme. Alors, pour que je conçoive que ça puisse être flou, pour illustrer un peu mieux le propos, on met les chiffres. Je me pose la question de la commercialisation au moment des SMIC. Je vends pour la future récolte du blé à 230. Pourquoi je le fais? Je vous rappelle, j'ai calculé qu'à 170, je commençais déjà à gagner correctement ma vie. À 230, c'est largement plus que mieux. Le marché chute. Le marché chute, je me retrouve à la récolte avec une vente à 170.
Sur le marché à terme, je rachète mon engagement. Alors là, j'ai pris un exemple où je vends directement à Rouen. Bien sûr, vous n'aurez pas le même prix chez vous qu'à Rouen. Il y a les décalages de transport, etc., différents échelles de prix. Je rachète donc sur le marché à terme au cours du jour de 170. Et donc, en plus de mon prix de vente, il faudra que j'additionne le résultat financier du marché à terme, donc on fait le calcul ensemble. La vente moins l'achat, 230 moins 170, ça nous fait un bonus de 60 € la tonne. En complément de notre 170, finalement, ça nous fait un prix final de 230. Finalement, cette chute des prix de 60 € la tonne que j'ai subie sur le marché physique, j'ai été la compenser, la gagner sur le marché à terme en parallèle. C'est un système de balancier, ce que je perds maintenant. Alors, ok, c'est bien, je gagne de l'argent sur le marché à terme, le marché chute. Qu'est-ce qui se passe si ça monte? Même exemple, je vends à 230, la campagne se passe, le marché monte. À la récolte, je vais vendre mon physique à 250. Et là, sur le marché à terme, je serais bien obligé de racheter à 250. Et là, vous aurez rapidement fait le calcul que 230 moins 250, ça fait moins 20 € la tonne. Je perds de l'argent. Est-ce dramatique? À 250 moins 20, j'ai toujours mes 230. Mon objectif de prix, ma couverture, et je m'en tiens. Il y a peut-être le regret de ne pas avoir 250, mais ça, c'est un autre problème. Mais je me suis fixé un objectif de prix. Et le marché à terme, c'est un autre moyen de fixer un objectif de prix. Le marché à terme, ça ne fait pas vendre plus cher, moins cher. Ça ne fait pas démultiplier les prix, ce n'est pas le prix de poker. Au contraire, le marché à terme, c'est un outil anti-spéculatif pour ne plus spéculer, pour bloquer, sécuriser un prix non point à la hausse. Bien entendu, quand il vous convient. Donc vous l'aurez compris que ce système de balancier fait que quand on gagne d'un côté, on perd de l'autre, et quand on perd d'un côté, on gagne de l'autre. Si vous voulez le visualiser, finalement, moi, quand j'ai décidé de vendre à 230, les choses sont finies pour moi. C'est bloqué, l'horizontal est bloqué à 230. Celui qui reste sur le marché non fixé, eh ben, ok, il peut faire mieux que moi, mais il peut aussi faire bien mieux que moi. À vous de choisir, est-ce que vous restez sur la courbe bleue ou est-ce que vous restez sur la courbe rouge? L'avantage, bien entendu, c'est que mon prix de vente est sécurisé. L'inconvénient, c'est que si ça continue de monter, ça peut être frustrant, et c'est dans la tête que ça se passe quelque part. C'est que je ne profite plus de la hausse. Alors l'idéal, c'est quoi? Déjà, ça, c'est pas mal. L'idéal, c'est quoi? Ce serait d'avoir que le plus. C'est-à-dire être garanti quand ça chute et quand même profiter de la hausse. Quelque part, on veut tout avoir. Le beurre et l'argent du beurre. À votre avis, est-ce que c'est possible, ça? Ben oui, c'est possible. Avec les options, avec ces termes barbares qui nous viennent, encore une fois, de la finance de marché, les grosses écoutes, qui s'apparentent à un produit d'assurance, qui font qu'en plus de tout ce que je viens de vous présenter, je bloque un prix, mais je paye, parce que ces produits d'assurance, il faut les payer, je paye une prime pour avoir le droit, quelque part, pour résumer, de déchirer mon contrat et me refaire plus haut si le marché. C'est-à-dire que si ça chute, j'ai vendu, moins la prime, qui m'a coûté un petit peu, mais si ça monte, je profite de la hausse, puisque j'ai payé pour avoir le droit d'annuler ma vente et de la refaire au coût. Donc là, on a vraiment l'idéal. On a vraiment l'idéal, puisqu'on a la garantie de revenu et on profite de la hausse. Alors si on arrive à se faire des systèmes comme ça, sur des niveaux prime déduits largement supérieurs à des objectifs de résultat, c'est pas tout.